bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Katia Thomas-Labasse. J'ai monté Ethic Growth, c'est tout neuf depuis 1 an, sur un concept assez particulier, c'est-à-dire que je viens du monde de la tech, où j'ai travaillé comme directrice commerciale, vice-présidente des ventes, chez des grands acteurs de la tech, DocuSign, Microsoft, SAP, Oracle et bien d'autres. Et on m'a demandé dans la vente d'aller plus vite et de reprendre des situations qui n'étaient pas super favorables au niveau business et de les améliorer. Donc c'est une sorte de pivot mais sur le business. Et j'ai décidé de créer Ethic Growth pour pouvoir apporter ma compétence vraiment sur les ventes rapidement pour aider des entrepreneurs et notamment des startups, puisque je suis advisor également à la CCI, pour les aider à améliorer leur chiffre d'affaires hyper rapidement. Voilà. Donc peut-être qu'on va pouvoir parler de ce sujet pivot entrepreneurial et je vais demander à chacun d'entre vous pour vous, c'est quoi le pivot entrepreneurial? Et peut-être le donner avec le regard par rapport à votre activité propre pour que ça devienne un peu concret. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, je pense que tout le monde va avoir sa définition du pivot. Moi, en fait, le pivot, c'était la survie. C'est-à-dire que j'ai monté Cocoon en 2018 avec une proposition de valeur qui était en gros une sorte de Airbnb de courte durée pour faire n'importe quoi, en fait, des réunions, répéter ses cours de trompette, faire un dîner ou autre. Et en fait, ça n'a absolument pas marché. Ça a été un échec total, un flop, mais alors un flop zéro, quoi. Zéro réservation, zéro traction, voilà. Et donc, face à cette situation assez critique, du coup, le pivot, moi, c'était ma seule solution en fait pour survivre, avancer et puis être un peu à la hauteur vis-à-vis des gens qui m'avaient fait confiance. C'était de pivoter, de trouver en fait une nouvelle proposition de valeur et de la déployer. Ok, bonsoir à tous. Donc Anthony Tobelem. Moi, je suis cofondateur de Seat. Seat, c'est un logiciel pour gérer les demandes des employés. En gros, les employés ont des problèmes. J'ai un problème avec mon ordinateur, j'ai un problème, j'arrive pas à me connecter à une application. Ils vont faire une demande directement sur notre application et les équipes IT, RH, légal vont traiter cette demande pour solutionner son problème. Et pour notre part, on a justement fait énormément de changements dans notre produit. On a lancé ça il y a 2 ans. À la base, on voulait adresser justement notre problème, notre vision avec une toute autre offre de produits. Et on a eu l'obligation de passer par toutes ces itérations pour faire évoluer et enfin trouver ce qu'on appelle dans la tech le product market fit. Donc pour moi, voilà, le pivot, c'est vraiment itérer à partir d'apprentissage, d'expérience. Sans expérience, on ne peut pas faire les bons choix et donc le pivot n'est pas possible. Donc voilà, pouvoir passer par des changements stratégiques qui sont là pour saisir une opportunité. Pardon. Merci. Et toi, Bastien? Ouais, bonsoir à tous. Donc moi je suis le CEO fondateur de Brandy. On est une solution pour principalement le e-commerce. On fait de la recommandation de produits par intelligence artificielle. Donc en fait on capte le besoin du client, on crée son profil digital dans la boutique commerce et en fonction de ça on est capable d'aller rechercher les meilleurs produits qui correspondent à sa demande sur des données démographiques type est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, est-ce que la personne vit à Grenoble ou à Paris par exemple, etc. Et donc on vient recharger la page pour lui montrer les meilleurs produits qui correspondent à sa demande. Dans la prochaine version, il y a même, si vous voyez le film Inception, la boutique digitale vient s'adapter au client. Ça veut dire que vous n'aurez pas la même version du site Yves Rocher si vous êtes un homme de 50 ans qui vit à Lille et si vous êtes une femme de 25 ans qui vit à Marseille, par exemple. Donc voilà en gros ce qu'on fait. La définition du pivot, moi c'est plus sur les aspects business notamment, et ça rejoint un peu ce que disait Grégory. C'est que moi, je me suis lancé dans Brandy à l'époque sur une solution qui était pour le retail, pour les magasins. J'étais persuadé que c'était l'idée du siècle. Et quand je suis allé voir les 10 premiers magasins, ils m'ont tous dit « c'est pas ouf comme idée ». Je me suis dit « ah ». Donc, il est temps de changer. Donc, moi, c'est beaucoup la voix du client qui m'a fait pivoter. Et en même temps, c'est particulier parce que si on prend le temps d'écouter tous les clients en permanence, on ne ferait que pivoter. Mais en tout cas, j'essaie de passer pas mal de temps avec eux pour essayer de comprendre quels sont les pain points qu'ils ont
Et quand j'en détectais un qui se répétait plusieurs fois, je me suis dit ok, là c'était le bon moment de pivoter. Et donc voilà, pour moi la définition simple du pivot, c'est plutôt de se dire si vous voyez qu'il n'y a pas d'espoir dans ce trajet-là, regardez s'il y a d'autres trajets qui ouvrent la voie vers d'autres opportunités, tout en restant dans la même direction. Mais c'était pas le premier chemin qu'il fallait prendre, c'était peut-être celui de droite, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense aussi qu'il faut avoir une qualité qu'ils ont tous, c'est-à-dire être résilient et pas se décourager et avoir, je ne sais pas si vous connaissez le concept de growth mindset qui a été développé par une psychologue américaine qui s'appelle Carol Dweck, qui dit que c'est dans la difficulté et dans les erreurs et la capacité à changer d'orientation de façon agile pour être efficace. Et je trouve que derrière ce concept de pivot entrepreneurial, chacun d'entre eux, je vous invite à regarder leurs qualités humaines et leurs soft skills, qu'ils ne vont pas forcément toujours voir. Donc, si on regarde, et on revient vers toi, Grégory, comment tu as identifié les premiers signaux qui t'ont décidé à effectuer ce pivot ? Alors, c'est le zéro qui m'a permis d'identifier qu'il était temps de changer de voie. Pour revenir sur ce qu'est Cocoon aujourd'hui, on a privatisé l'expérience étoilée de restaurants. C'est-à-dire qu'on a sorti les chefs étoilés et gastronomiques de leur traditionnel restaurant et on a développé une expérience de restauration étoilée dans des lieux exceptionnels, des appartements qu'on a sur une marketplace. Et c'est du coup là que je renoue avec la V1 de Cocoon. Donc, moi, en fait, mon pivot, je vais me répéter un peu, il n'était pas très difficile à faire parce que c'était pas le choix de est-ce que je vais couper un business qui fonctionne un peu, mais est-ce qu'il fonctionne suffisamment. C'était vraiment un échec très très objectif. Et après, les indices sur quelle voie prendre suite à ce pivot, je suis reparti d'une constatation marché très forte qui était de se dire, je pense qu'on peut tous le constater, on peut tous d'ailleurs le regretter, on est dans un monde qui se polarise avec des très riches et des très pauvres, et les très riches aujourd'hui veulent accéder de façon privée à ce à quoi tout le monde accède de façon publique. Donc je suis reparti sur vraiment l'expérience et pas sur le fonctionnel, et j'ai tiré en fait cette droite pour créer une marque de luxe. Alors, pour notre part, nous, je rejoins un peu ce qu'a dit Bastien, c'est le pivot, ça a été vraiment le changement de route, le changement de cap, donc prendre le bon chemin. À la base, nous, on a eu cette vision qui était d'aider les collaborateurs à accéder aux ressources de l'entreprise, à trouver les bonnes informations. Et donc, on pensait que pour y arriver, il fallait créer une interface pour qu'ils puissent se connecter et retrouver l'information dont il avait besoin. Donc on a développé un portail, on a interviewé énormément de personnes. Tout le monde nous disait que c'était une super idée, que c'était formidable. Donc on a développé ce fameux portail. Et quand on l'a mis entre les mains des utilisateurs, on n'avait pas du tout d'usage. Donc pareil, le zéro, les gens ne revenaient pas, ne se connectaient pas. Donc on s'est dit clairement, il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc là, on s'est dit, en fait, le problème, c'est plus les demandes qui sont soumises par les collaborateurs. Donc on a retravaillé le produit, on a pris un autre aspect. Et là, on s'est concentré sur l'aspect de soumettre des demandes directement à partir d'un Slack et d'un Teams. Donc on a changé complètement le produit. On n'a plus du tout mis en avant ce portail. On a simplifié notre produit. On l'a intégré directement dans un Slack et dans Teams pour que les employés puissent soumettre des demandes. Et quand on a fait ce changement, on a vu une explosion au niveau de l'usage. Ça a été assez formidable. On était emballés. On s'est dit, OK, ça y est, on a trouvé le chemin. Et ensuite, on a fait une deuxième erreur. C'est qu'on essayait de vendre ce produit à la mauvaise personne. On a vendu ce produit en se disant, vu qu'on adresse les problèmes des employés, il faut absolument qu'on parle au RH. On a essayé de vendre ce produit au RH. Et ils n'arrivaient pas à l'acheter parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'acheter du ticketing, ce n'est pas du tout leur
la problématique qu'ils rencontrent, même s'ils ont le besoin en interne, ils ne vont pas chercher, ils n'ont pas l'habitude de mettre en place un système de ticketing. Donc là, on a réorienté encore une nouvelle fois et on a adressé l'IT, les services informatiques. Et là, tout d'un coup, il y a eu une accélération au niveau commercial. Donc on a à la fois changé au niveau produit pour trouver le bon usage et ensuite commercialement pour trouver le bon point de vente. Et là, il y a eu en gros un alignement des planètes entre le bon produit, le bon message et le bon persona. Voilà. Oui, on peut dire qu'il y a de la chance, mais il y a aussi du talent et surtout une bonne adéquation product market fit, parce qu'on peut avoir un alignement des planètes et de la chance, mais si le product market fit n'est pas là, ça ne marche pas. Et toi, Bastien? Donc je pense qu'il y a vraiment un point commun qui est, en tout cas sur nous trois, c'est plutôt l'aspect business, où en vrai ça sert à rien d'essayer de continuer si le client ne veut pas. À un moment, il ne faut pas s'obstiner. Nous, on a eu aussi une particularité dans notre dernier pivot qu'on a fait, qui est plutôt récent pour le coup, et qui va être en lien ensuite, je pense, avec la deuxième partie, c'est que quand on regardait en fait les chiffres du marché, à la base, on avait une solution qui était dédiée pour le retail. Donc avant de faire du e-commerce, on avait une solution qui était dédiée pour le magasin. C'était très très simple. On faisait de la prise de rendez-vous en magasin avec un vendeur. Et vous avez la possibilité de prendre rendez-vous soit en visio, soit en physique pour être conseillé par un vendeur à distance, ou au moment où vous arriviez en magasin, il avait présélectionné pour vous les produits, etc. Et en fait, on avait commencé à bosser sur ce truc-là. Et quand vous regardez les études de marché, on vous dit ouais, le secteur du retail il va exploser, les gens reviennent en magasin, etc., etc. Vous trouvez toujours les chiffres qui vous disent vous êtes sur la bonne voie. Mais en vrai, vous allez dans les magasins, et j'ai passé des heures et des heures dans les magasins. Je vous promets, sans citer les noms de certaines marques, vous allez dans des magasins avenue de l'Opéra où le loyer il est à peu près à des milliers d'euros par mois. Il y a des fois 10 clients qui rentrent dans la journée. C'est assez violent. Donc il faut aussi aller se confronter pour voir ce qui se passe. Et nous, dans ces signaux qu'on a eus, c'est en mode les études de marché, c'est cool. Il y a peu d'études de marché qui disent qu'il y a un secteur qui est en décroissance, en général, quand on regarde. Donc, allez voir ce qui se passait. C'était intéressant pour nous de comprendre nos clients, ce qu'ils étaient en train de vivre. Et il y avait quand même aussi un aspect technologique. Nous, c'est un peu aussi la techno qui nous a fait changer. 80% c'est le business, mais 20% c'est la techno. On était sur une solution qui était très humaine. Et moi, ça m'aurait fait vibrer vraiment que cette solution, elle fonctionne. J'y croyais à fond, etc. Mais l'intelligence artificielle est arrivée. On ne pouvait pas faire sans. On ne pouvait pas dire « Ah, elle n'existe pas, les gens, les humains vont continuer à faire du shopping comme on le fait depuis 50 ans. Cette manière-là ne va pas changer. » Elle va changer et c'était indéniable. Et c'est d'ailleurs un de nos clients, Panier d'Essence, qui nous a dit, entre guillemets, on s'entend très très bien avec eux, « Les gars, il y a de l'IA qui est en train d'arriver, vous ne voulez pas vous intéresser un petit peu au truc ?» Moi, là-bas, j'étais contre l'IA. Je trouvais qu'il y avait trop de choses qui se passaient autour de l'IA qui n'étaient pas… Enfin, beaucoup de startups qui faisaient de l'IA et qui en fait, il n'y avait pas vraiment d'IA derrière. Et donc avec mes associés, je leur ai dit soit on trouve un vrai cas d'usage avec de l'IA et dans ce cas-là, on fait ce dernier pivot, soit on arrête l'aventure clairement. Ils ont réussi à me convaincre parce qu'aujourd'hui, on en est là. Et nous, c'est la techno aussi qui nous a fait évoluer en se disant ok, si aujourd'hui les magasins ne sont pas prêts à y répondre, parce que en fait, c'était trop compliqué d'implémenter entre la direction, il fallait ensuite que les magasins prennent le truc, etc. Alors que l'IA nous permettait d'avoir le même taux de service d'une manière scalable, etc. On s'est dit, bon, bah, go, on y va dans ce sens-là. Et voilà. Donc, ouais, c'est 80%. Le signal, c'est 80% business et ce pivot aussi technique, entre guillemets, en se disant, bah, il y a des nouveautés qui arrivent sur le marché, donc allons les saisir nous aussi. Quoi. Merci. Donc, une fois que vous avez identifié justement ce besoin de pivot, comment vous avez fait d'une part pour ne pas douter, mais aussi que vos clients, votre équipe, vos partenaires ne doutent pas. Parce que il faut gérer la transition et que tout le monde ait confiance. Alors qu'on ne connaît pas la piste d'atterrissage, on ne sait pas comment ça va atterrir. Donc, vous avez fait comment? Est-ce que vous voulez que je prenne le lien sur celle-ci comme… Ouais, très bien. Je vais en rapide, comme vous l'avez compris. Autant vous dire que nous, nos précédents clients, on a certains qui ne nous ont pas trop kiffé parce qu'on vendait une solution donc, pour le retail. Notre objectif, c'est de ramener du monde en magasin. Et là, on est en train de sortir une solution qui est en mode fait le taf du magasin sur le site e-commerce. Donc, il y a des clients, je ne vous cache pas que j'ai eu très honte d'aller les voir en magasin en leur disant en fait, nous, on va arrêter notre solution et on va rebooster le e-commerce. Parce qu'il y a un phénomène qui est aussi intéressant quand on s'intéresse au marché. C'est que par exemple, le premier concurrent, je vais dire quelle marque, allez, Yves Rocher, je pense de mémoire, ou Decathlon,
Le premier concurrent de Decathlon, par exemple, c'est pas GoSport, c'est pas Intersport. Le premier concurrent de Decathlon Massy, c'est decathlon.com. Parce que toutes les ventes qui sont faites en ligne, c'est ce que ne fera pas le magasin. Donc c'est assez bluffant de vous dire que les équipes magasins, elles sont en combat en permanence en disant quand un client vient se renseigner en magasin, il faut qu'il vienne acheter en magasin derrière. Nous, c'est ce qu'on voulait faire. Et derrière, on leur dit alors non, on va changer le cap. Donc, nous, ça a été assez touchy. On a réussi quand même à garder, je pense, à peu près 8 clients sur 10 quand on a fait ce fameux pivot. En disant, bah, écoutez, nous, on y va. De toute façon, donc, si vous voulez venir avec nous, go. Je pense qu'il y aura d'autres solutions qui seront pour le magasin aussi. Et on avait un super concurrent aussi qui arrivait du marché canadien, qui proposait une solution qui était un peu semblable à la nôtre. Et moi, j'ai même fait des passes en disant, allez voir. Ça s'appelle Booksy, c'est top ce qu'ils font, etc. Ils sont beaucoup plus avancés que nous et tout. Donc, si vous voulez continuer sur le magasin, allez avec eux. Nous, on ne le fera plus en tout cas. Et par contre, si vous êtes prêt à un peu pimper votre e-commerce, bah, nous, on est là pour y répondre maintenant. Donc, pas perdre les clients, ça a été un challenge pour nous parce qu'on est presque devenu le concurrent pour les magasins. Mais ça s'est très bien passé parce que je pense que la transparence et l'honnêteté a fait tout le boulot. Les marques, elles ont vu en fait qu'on était une start-up, que notre solution, c'était d'avancer, d'essayer de répondre à des problématiques du marché, qu'on ne pouvait pas aller à contre-courant de phénomènes économiques et sociaux. Donc voilà, on a vraiment voulu avancer et leur disant, bah, même si aujourd'hui, on n'est plus dans le même sens de ce qu'on faisait avant, en tout cas, nous, notre idée en tout cas aussi, c'est de se dire, et sans vouloir faire un peu du business washing, etc., c'est en mode, nous, on est là aussi pour faire survivre la marque. Donc notre idée aussi, c'est de se dire, vous allez faire du business, ça va générer aussi, il y a plein de marques confirmées, vous voyez les Gap, la grande récré, etc. Donc toutes ces marques-là qui sont mortes, c'est de leur dire, bah, écoutez, on booste votre activité e-commerce, gardez vos magasins quand même malgré tout, ça devient quand même des super showrooms pour acquérir vos clients et tout. Donc c'est un peu dans cette dynamique-là qu'on a pu aussi continuer. Et voilà, donc en gros en synthèse, ça a été la transparence avec les clients qui a été, je pense, notre plus belle réussite pour avancer avec eux et qui savaient qu'on avait besoin de nous de ce pivot-là pour avancer. Et voilà, en gros un peu sur les grandes lignes. Et s'il y a un point, donc je ne pense pas, mais voilà, en gros un peu l'idée. Il y aura sûrement des questions. Ah ben il y a déjà une question. On fera les questions après. Vous la réservez et puis mais on revient et puis vous relevez le bras pour être sûr qu'on ne vous oublie pas. Anthony. Alors nous de notre côté, le premier sujet c'était de convaincre en interne que toutes les équipes soient hyper alignées sur ce changement, à la fois côté produit et après côté business. Donc on s'est vraiment posé en interne, on a essayé d'être sûr, je pense un peu comme toi Bastien, c'était quand tu as dû convaincre tes associés ou ils ont dû te convaincre, c'était ça, c'était vraiment déjà savoir si on était tous alignés, on était d'accord du cap qu'on allait prendre. Une fois qu'on avait fait ce travail-là, côté client, on en a perdu, clairement, principalement parce qu'on ne faisait plus évoluer l'aspect qu'ils étaient venus acheter à la base. Comme on vendait un portail au début, ils voyaient que ce portail n'évoluait pas comme ils souhaitaient. Ils nous faisaient des demandes parce qu'on était un produit qui venait de se lancer. On ne faisait plus évoluer cet aspect-là. On essayait de les ramener un maximum sur le use case que nous, on développait. Ça ne marchait pas toujours, donc on en a perdu certains. Mais comme on en faisait rentrer beaucoup plus, on était en accord avec ce sacrifice qu'on pouvait faire. On a encore des clients aujourd'hui qui utilisent ce portail initial, mais c'est clairement un produit qu'on a laissé un peu périr tout seul. Et ensuite, les investisseurs, nous, comme on avait levé des fonds dès le début, ils étaient… déjà, ils n'ont pas eu trop leur mot à dire. Et ensuite, quand ils ont vu que justement les signaux étaient positifs avec le nouveau chemin qu'on prenait, ils se sont dit, OK, là, ils sont sur quelque chose d'intéressant, il faut les soutenir. Et on a eu pas mal de signaux positifs venant de leur part. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, je me permets juste, vous avez continué à développer l'ancienne techno pour les clients qui sont encore là-dessus. Ouais. Nous, on a été dur, nous, on a coupé le truc, on n'a pas le temps de dev, etc. Vous avez dit, bon. Nous, c'était pas radical du tout. Ok. Ouais, ça a été cool quand même de garder exactement. Transitionner. Ok. Ouais. Alors moi, il a fallu que je me convainque moi-même, vu que j'étais tout seul, c'était la première étape. Après, il a fallu effectivement faire le tour des investisseurs. Bah, c'est pas simple, hein. On arrive, on a levé des fonds, on va voir les investisseurs, on leur dit bon bah
désolé, c'était pas la bonne idée. Mais j'en ai une nouvelle et je pense que c'est la bonne et voilà. Donc il y en a qui s'y sont retrouvés. Je pense que j'avais la chance d'avoir onboardé notamment un ancien directeur général de la marque de luxe Hermès qui lui a très vite et très bien compris en fait où est-ce que je voulais en venir et qui m'a beaucoup soutenu, y compris dans toutes les crises que Cocoon a traversées, que vous avez tous connues, comme les gilets jaunes, la grève des retraites et le Covid en point d'orgue. Il y en a d'autres qui se sont moins retrouvés, mais j'ai été plutôt globalement soutenu sur la base de au moins il ne nous laisse pas au milieu du gué. On lui a donné de l'argent, ça s'est pas bien passé. Techniquement, moi j'avais plus d'argent, plus d'équipe, donc j'étais tout seul avec et mon couteau. Et du coup, il y a quand même eu une reconnaissance des investisseurs qui se sont dit il lâche pas le truc, il a pris notre argent, il essaye quand même d'en faire quelque chose. Bon, il y en a qui ont vraiment suivi, il y en a d'autres qui ont moins suivi, mais c'était pour le coup, j'ai pas eu de problème de ce côté-là. Côté client, il n'y en avait pas trop, donc c'était pas un énorme problème. Je n'aurais pas retiré une proposition de valeur à laquelle ils accédaient tous les jours. Ce qui a été plus compliqué pour moi, ça a été les autres. Parce que on avait quand même un certain nombre de propriétaires qui avaient mis leur appartement sur Cocoon à l'époque. Moi, je reprends le business, je me dis je vais complètement changer, je vais faire en fait une expérience de gastronomie de luxe de fou dans des appartements de dingue. Évidemment, il y a un paquet d'appartements qui collaient plus, donc il a fallu se séparer en douceur de tous ces gens-là, leur dire que on n'avait rien contre leur appartement, enfin que j'avais rien contre leur appartement, mais que juste la stratégie avait changé et d'aller augmenter considérablement en fait le niveau des appartements qu'on avait chez Cocoon. Voilà. Et pour revenir sur les clients, en fait, moi j'ai repris les demandes de réservation qu'on avait eues et qui n'avaient pas abouti. J'ai regardé tous les usages qui pouvaient se rapprocher de l'unique usage que j'allais défendre. Je les ai recontactés. Et puis ça a commencé à faire quelques réservations qui, d'ailleurs, pour beaucoup, se sont annulées avec les gilets jaunes. Voilà. Mais en tous les cas, j'ai vu qu'il y avait un début de traction qui me permettait de me projeter et voilà, de me dire que c'était la bonne direction. Bravo, quand même. Mis à part votre courage, votre ténacité, votre créativité, le fait que vous croyez en vous et en votre marché et en votre idée, est-ce que vous avez eu une boîte à outils que vous pourriez exposer, partager ce soir pour s'en inspirer en fait? Bastien. Ah, c'est moi qui me lance. Ouais. La boîte à outils. Ouais. Boîte à outils en vrai de vrai. Nous, on est très early, je pense, encore par rapport à Grégory et Anthony. Nous, c'est un peu le vendredi, on a dit on arrête. Le lundi, on a recommencé à zéro. Rien n'a changé, c'est les mêmes bureaux, on est aux mêmes places, etc. C'est un peu, on est reparti from scratch, etc. Mais dans la boîte à outils, quand même, sur cet aspect pivot. En plus, on est en train de. En ce moment, en plus, c'est un peu particulier chez nous parce qu'il y a des équipes qui sortent, etc. Donc, on repart un peu même sur une tech qui est un peu nouvelle. C'est pas un pivot, mais c'est assez mouvementé en ce moment. Je pense que par rapport aux outils, c'est ça, principalement que je m'égare. Ouais, des indicateurs clés, la boîte à outils, des astuces. Ouais, les astuces et les outils. Je pense que la première chose, c'est que on a l'impression parfois quand on fait un pivot qu'on repart de zéro et on a tendance, moi en tout cas le premier, j'avais tendance à dire ok, je fais table rase, je fasse tout ce que j'ai fait derrière et je repars à zéro, etc. Parce qu'on a l'impression, en tout cas moi sur la première version de Brandy qui avait échoué, je la vivais très mal et donc je me dis j'arrête et on repart à zéro. Alors qu'en fait, il y a quand même des indicateurs et de l'expérience, surtout je pense, à prendre et qu'il faut réutiliser, notamment sur les prospections commerciales qu'on avait pu faire. C'était quoi les bons mots à utiliser. On avait du temps à détecter aussi notre ICP, donc l'entreprise qu'on devait nous trouver ou le persona client qui était intéressant chez nous. Et en se disant, OK, on a compris que c'était plutôt ce profil de client-là qu'il fallait qu'on target quand on avait notre première solution. Voilà maintenant plutôt ce qu'on pense qui est assez intuitif pour nous. Donc, j'ai envie de dire, dans les indicateurs, c'est plutôt ça. Prenez en gros la partie expérience qui peut être gardée.
Sur la meilleure boîte à outils, et je l'ai fait encore cet après-midi, en général, moi, c'est ce que je marche le mieux. Je m'enferme dans une salle au bureau où on est, je suis tout seul, je capte pas, j'ai rien, il n'y a aucun truc qui me perturbe. J'ai un immense tableau blanc avec moi avec 5 feutres de 5 couleurs différentes et en gros, je pose tout mon schéma dessus en me disant ok, si maintenant la roadmap c'est ça, voilà en gros ce qu'il y a parce qu'en fait, c'est un truc qui est assez compliqué quand on fait un pivot, je trouve. Ça dépend de la taille du pivot, mais c'est pas juste changer d'idée, c'est changer tout un monde. Vous changez de tech, vous changez potentiellement comment vous travaillez, vous changez avec votre stratégie commerciale, vous devez tout réfléchir. Dans la tête, on arrive à le faire, mais en vrai, une fois qu'on se dit, OK, c'est quoi les prochaines étapes à vivre, en fait, c'est plus compliqué à mettre sur le papier. Alors que ce tableau blanc là que moi je pose en me disant, OK, voilà les étapes, voilà en gros sur la partie tech comment on doit développer, je fais une photo et ensuite je la transmets aux équipes en mode voilà ce que je vois et ensuite eux dépilent derrière. Sur la partie commerciale, voilà comment on doit faire, etc. Et je pense que quand on a l'initiative d'un pivot, en tout cas quand on est dans l'équipe fondatrice, c'est facile à faire dans sa tête, c'est pas facile à mettre sur le papier. Donc je pense que c'est vraiment important de se dire, voilà en gros ce qu'on a aujourd'hui nous comme outil en interne, est-ce qu'on peut déjà réutiliser l'existant? Nous par exemple on utilise des outils type Lemlist pour faire des campagnes emailing, on ne va pas changer d'outil, c'est bête, on a déjà toutes les bases de données qu'il faut, on a tout ce qu'il faut, donc on va dire ok on repart pas à zéro, on réutilise tout ce qui est déjà existant et voilà. Et en gros un des conseils est l'outil, un tableau blanc, 5 feutres et poser vraiment à plat parce que entre ce qu'il y a dans votre tête et le plan que ça demande à être exécuté derrière, c'est assez complexe quand même. Donc voilà. Merci. Anthony? Alors, nous, de notre côté, au niveau des indicateurs qu'on a suivis, déjà, les indicateurs qui nous ont poussés à faire ce changement ou à itérer, déjà côté produit, on avait quasiment très peu d'usage. Donc, ça a été l'indicateur que j'ai regardé vraiment à la loupe pour m'assurer qu'il y avait une tendance, une trend qui allait s'inverser. Donc, quand on a basculé sur le nouvel outil, le nouveau produit, là, j'ai commencé à avoir des indicateurs comme l'utilisation quotidienne qui augmentait. Les utilisateurs se connectaient tous les jours, faisaient plusieurs actions et ça se répétait. Donc il y avait vraiment ce côté un peu répétition que je pouvais avoir. Dans la création des demandes, ça a été assez exponentiel dès qu'on a mis un focus sur l'IT qui a été ensuite notre persona principal. Donc voilà, ça a été vraiment ces deux éléments clés sur l'usage que j'ai suivi. Et ensuite, avec mes associés sur la partie plus commerciale, là, dès qu'on a adapté notre marketing, on a vu vraiment une accélération. En 4 mois, on a fait 4 fois le chiffre d'affaires. Donc on s'est dit clairement que c'était positif, mais c'était vraiment cet aspect-là. Moi, ce que je peux recommander au niveau au moment où on s'est lancé sur ce changement, c'était on a fait des hypothèses, on a fait plusieurs hypothèses et on s'est donné un objectif sur 2 quarters, donc un semestre, en se disant on va regarder déjà à mi-chemin s'il y a une évolution et on prendra notre décision au bout de 6 mois. Donc voilà, il faut avoir le luxe en tant qu'entreprise de se donner 6 mois devant. Toutes les entreprises, surtout des startups, n'ont pas cette chance. Mais voilà, donc on s'est dit, OK, sur 2 quarters, est-ce qu'on a réussi à inverser la tendance? On va voir cet aspect-là. Et donc, au niveau, à la fin du premier quarter, c'est à ce moment-là où vraiment on a commencé à se dire, là, il faut qu'on continue, il ne faut pas qu'on change à ce niveau-là, il faut qu'on garde le même cap parce qu'il y a quelque chose de positif. Et moi, je recommanderais de ne pas forcément regarder à la loupe, de micro-monitorer chaque semaine, chaque jour, limite, s'il se passe quelque chose, si des gens sont allés sur le site internet, forcément on le fait, naturellement, c'est naturel, on est obligé, mais pas de tirer de conclusion à ce niveau-là, parce que ça peut aussi nous indiquer ou nous amener dans la mauvaise direction. Donc faire des hypothèses, un peu comme un scientifique, et à la fin vraiment d'une échéance, là vraiment se prendre les décisions et voir si le changement a eu un réel impact sur la stratégie. Alors moi, les indicateurs, c'était les réservations, ça c'était assez simple. Il n'y en avait pas avant et il y a eu un frémissement à partir du moment où j'ai fait le pivot. Donc c'était assez clair. Même si après, il y a eu des vents contraires
contrecarrer mes plans. La boîte à outils, moi, c'était un peu un mix entre les yeux posés sur l'horizon pour la vision, pour vraiment garder le cap, et des petits mouvements pour essayer de déterminer exactement ce que devait être mon produit pour rencontrer ses clients. Et aussi dans les indicateurs aussi, il y a le fait que dès que j'ai fait le pivot, que j'ai commencé à parler avec des partenaires potentiels, on a été partenaires pendant 3 ans d'American Express pour leurs cartes les plus élevées, j'ai senti en fait un truc, il y avait une excitation en face. Après, ça a mis beaucoup de temps à signer, etc. Mais c'était la première fois en fait que j'avais un écho très favorable avec une vraie marque d'intérêt, avec des gens qui se projetaient sur le produit, sur ce que ça allait pouvoir créer pour leur propre porteur de cartes. Voilà, donc ça c'est évidemment un élément hyper enthousiasmant et qui a généré un énorme espoir chez moi. Et sur les petits mouvements, on en avait parlé, moi c'est une expérience, j'ai eu une demande un jour d'une office manager d'un fonds d'investissement qui me dit bah voilà, moi je dois faire un board pour mon fonds. On veut plus aller dans les palaces, on veut plus aller dans les salles privées des restaurants. On a découvert Cocoon, ça a l'air super ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous faire une proposition? Alors moi je dis génial, un fonds d'investissement, c'est super, etc., etc. C'est ma target parfaite dans la finance. Je leur fais une proposition. Et elle me rappelle et elle me dit oui, je suis désolé Grégory, on s'est mal compris. Moi je voulais une proposition vraiment qui inclut l'ensemble, le lieu, le chef, le service, les vins, etc. etc. Et là, je réponds très bêtement, ah non, mais tout est compris dans la proposition. Et là, je sens un malaise assez perceptible et elle me dit, ah bon, très bien, machin, et elle raccroche. Et j'ai jamais eu plus aucune nouvelle de cette personne. Et en fait, j'ai compris par cette petite erreur, mais qui a été source de beaucoup de création de valeur par derrière, que en fait, quand on veut être une marque de luxe, il y a un prix psychologique minimum, et que cette jeune femme en face de moi s'était dit, ça a l'air super ce qu'ils font, mais si c'est à ce prix-là, c'est certainement pas sérieux. Et du coup, si j'emmène mon boss et ses associés chez Cocoon et que derrière l'expérience n'est pas bien, je vais me faire taper sur les doigts. Et donc directement, j'ai rajouté 1 000 € de marge direct sur toutes les réservations Cocoon. Vous allez rigoler, ça a beaucoup mieux marché par la suite. Et d'ailleurs, l'entreprise va beaucoup mieux depuis. Donc un petit mouvement peut créer beaucoup de valeur. Et bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, je vais pas monopoliser le micro, mais il y a beaucoup de choses chez Cocoon qui sont issues justement de petites tentatives d'analyse et de réajustement et qui ont finalement vraiment fait la boîte et fait le pivot, quoi. En tout cas, moi, je partage totalement le côté à la fois apprentissage, donc expérience sur le terrain, et en même temps l'agilité. Garder toujours cette agilité pour justement changer de cap si besoin, faire des changements sur l'offre, sur le produit, sur l'aspect commercial. Donc, ce duo entre l'apprentissage du marché et l'agilité, ça me semble être le bon combo. Compléter en même temps, parce que vous m'avez redonné des idées sur quand vous avez donné les éléments. Des choses hyper intéressantes, et notamment dans ce que disait Grégory. Ça va un peu à l'encontre de ce qu'a dit Anthony, mais nous, on est encore très early, je pense. Et ce qui fait que moi, je regarde beaucoup les KPIs journaliers. C'est horrible à faire. Tu regardes, tu te dis, ah putain, aujourd'hui, il y a eu tant de trucs. Et en fait, c'est vrai qu'il faut avoir une vision long terme en même temps. C'est pas parce qu'il y a un client qui vous dit non aujourd'hui qu'en fait, ça sera non toute la vie. Mais en même temps, nous, on le prend moi, en tout cas, je le prends beaucoup comme des signes. Et on en avait parlé quand on s'est rencontrés avant. Nous, il y a eu par exemple un signal qui a été assez intéressant. C'est moi qui m'occupais encore de faire du call, de démarcher des clients pour implémenter notre solution. En gros, en 2 heures, on fait à peu près 60 call. Il y en a à peu près, allez, on va dire une quarantaine qui répondent. Ouais, on va dire une quarantaine. Non, beaucoup moins. Une trentaine qui répondent. Et on déclenche, on va dire, allez, une quinzaine de rendez-vous quasiment, 1 sur 2. Alors que sur la précédente solution, on déclenchait à peine 2 rendez-vous, sur la même statistique à peu près, à périmètre ISO. C'est quand même un indicateur qui dit, qu'est-ce qui fait que quand je pitch
cette solution-là, en fait, j'ai un taux de conversion qui est dérisoire. En plus, quand je vous dis qu'on déclenchait 2 rendez-vous, en général, on avait un no-show. Donc, en fait, on avait vraiment un rendez-vous derrière. Donc, c'est des métriques qui sont très tous les jours, mais que nous, en tout cas, nous ont rassurés aussi dans cet aspect-là. Dans les autres métriques aussi qu'on a fait, c'est de pivoter et nous, quand on l'a fait, c'est de tester rapidement sur le marché. Et ça, c'est un truc où moi, je deviens un peu limite fou là-dessus. C'est que très vite, quand on a une idée, je dis OK, dans ce cas-là, on connecte 2-3 trucs ensemble, on fait un truc moche, on teste avec un client tout de suite. Parce que faire un business plan pendant 6 mois pour aller voir son client 3 mois plus tard, vous venez de perdre 9 mois dans la vue et potentiellement les ressources financières, la patience, etc. Donc, d'aller vite tester son marché quand on fait un pivot, c'est aussi important. Nous, ce qui nous a permis de faire un très bon pivot aussi, petite technique que je ne recommande pas forcément, on se faisait passer pour des journalistes qui voulaient faire des interviews. Je raconte ça comme ça. En disant qu'on voulait faire des interviews sur des leaders du e-commerce, qu'on allait écrire un livre blanc, etc. On l'a fait quand même. Et en fait, ça nous a permis d'aller rencontrer les directeurs marketing, directeurs, etc. En leur disant, voilà, c'est quoi l'étendue du marché selon vous, comment vous voyez l'intelligence artificielle, etc. Et en fait, petit à petit, ça nous a construit un peu notre solution sur comment on devait la faire. Quelques mois plus tard, on les a recontactés en mode « Ouais, notre livre blanc, il sort, mais au fait, on a sorti la solution. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et donc, c'est aussi grâce à ça qu'on a pu aussi faire ce pivot en disant « Ok, avant même d'avoir la solution, on va tester notre marché, on va voir ce qu'il a envie de lui avoir dans les mains. Et en fait, on va développer ce truc-là un peu dans ce sens-là. » Et on l'a testé très rapidement. On a fait un petit POC en no-code quasiment. Et c'est comme ça qu'ensuite, on s'est dit « Ok, go, on y va, on a les feux verts. » et voilà. Merci, super intéressant. Donc en fait, le pivot, c'est une arme secrète commerciale finalement. Si je vous écoute tous là, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez partager encore davantage sur c'est quoi votre vision du pivot avant de l'avoir fait et après? Et c'est quoi le plus grand mythe pour vous à propos du pivot après l'avoir vécu? Qui veut prendre la parole? Moi, je dirais déjà, il ne faut pas avoir peur du pivot quand on se lance en tant qu'entrepreneur parce que ça va forcément arriver à un moment ou à un autre sur un sujet. C'est ça, la vie de l'entreprise, c'est plein de changements, savoir s'adapter, l'agilité. Donc voilà, quand on a une boîte et qu'on démarre en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas avoir cette crainte parce que ça fait partie pour moi d'une étape dans la construction de l'entreprise. Moi, je vois ça vraiment comme des itérations un peu qui nous amènent vers notre vision. Et donc, je reviens à une des valeurs que tu citais au début, la résilience. Toujours justement être résilient, avoir confiance en ses équipes, en soi pour y arriver. Parce que ça, c'est des éléments externes. Mais si on garde la confiance, la même vision et je pense que c'est ce qui nous a sauvés, c'est cette stabilité au niveau de l'entreprise. On n'a pas changé les employés, ils sont toujours là aujourd'hui. Donc après 2 ans d'énormément de changements et de caps différents. Donc je pense que c'est ça, c'est garder cette stabilité, cette résilience, mais en même temps accepter ce changement, accepter ce pivot parce que ça fait partie de la construction de l'entreprise. Moi, je dirais alors sur le pivot, il y a un truc qui est très important pour moi, c'est mon environnement familial. Ma femme, mes enfants, et ça a eu un impact extrêmement fort en fait sur ma résilience pour 2 raisons. La première, c'est que je pense que je me battais pour quelque chose qui me dépassait, qui était ma famille, et deuxièmement, au quotidien, mine de rien, avoir un environnement stable, ça m'a énormément aidé. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir quand ils commencent à monter des boîtes pour que je leur donne des conseils, etc. Parce que comme j'ai quand même beaucoup chuté, je peux au moins partager toutes mes chutes. Il y en a probablement d'autres possibles. Et souvent, je dis d'ailleurs, si tu veux monter ta boîte, écoute, je pense que c'est le moment d'aller dîner au restaurant avec ta femme, ou à l'inverse, avec ton mari. Parce que c'est quand même une aventure qui implique tout le monde et qui va nécessiter des sacrifices, clairement, de la part de l'autre. Du temps, parfois gagner moins d'argent, avoir moins de ressources, etc. Et un pivot, je pense que c'est une mini-entreprise dans l'entreprise. Avant de faire un pivot,
Je pense on s'est assez sensé d'aller voir son conjoint, sa conjointe, et de lui dire, bon, alors je te préviens, on n'est pas exactement au bout de nos peines, mais je t'assure que, voilà. Et quelque part, moi, ma femme, je lui ai pitché ma vision. Enfin, c'est pas comme si c'était un investisseur ou quoi que ce soit, mais je pense que j'ai eu un travail de conviction à effectuer. Que par la suite, elle a pas mal challengé tout de même, qu'elle continue d'ailleurs parfois, quand elle voit mes pics de stress et mes nuits blanches, qu'elle me dit « t'es sûr que ça en vaut vraiment la peine ?» Mais au-delà de la blague, oui, je pense que c'est très important d'être bien accompagné. Ça peut être effectivement la vie de couple avec des enfants, ça peut être des amis, mais en tous les cas, il faut vraiment partir avec un environnement qui est capable de vous backer, de vous soutenir, voire parfois d'être capable de vous dire mec, en fait, je pense qu'il faut que tu arrêtes. C'est stop, quoi, parce que le risque du pivot, c'est la toupie. Hein. C'est quand même qu'à la fin, on n'arrête pas, quoi. Et toi, t'étais seul? Ça veut dire moi j'ai. Alors j'ai un associé qui est parti très tôt dans l'aventure. C'est que le premier Cocoon, en fait, était un produit qui était le fruit de nos deux visions, qui n'était pas du tout, en fait, compatible. C'est en partie pour ça que ça s'est planté, hein, parce qu'on a une proposition de valeur qui manquait considérablement de radicalité. Et donc, il est parti, et c'est ce qui m'a permis, en fait, de donner corps à ma vision beaucoup plus exigeante, beaucoup plus luxe. Voilà. Mais en fait, oui, aujourd'hui, je suis tout seul. Donc c'est pour ça que je pense que la sphère familiale, elle est hyper importante. Et les investisseurs aussi, quand on a la chance d'avoir des bons investisseurs qui sont des gens qui ont des visions long terme, qui n'essayent pas de faire un coup, qui ne sont pas là pour valoriser une participation jusqu'à ce qu'un fonds rentre, etc. Tout ça, c'est un écosystème et un environnement qui vous permet la résilience, qui vous permet d'aller plus loin et qui vous conforte à des moments qui sont quand même des sacrés moments de doute, quoi. Moi, je suis admiratif d'être seul, en tout cas de faire ce changement en plus seul, parce qu'on est confronté à tellement de questions. Et donc, si on n'a pas des associés aussi, bon, toi, tu l'as fait avec ta femme, moi, je le faisais avec mes associés, mais ce travail-là est essentiel et très dur quand on est tout seul, parce que voilà, on se pose 1000 questions et donc on a du mal à avoir quelqu'un avec qui le challenger, quoi. Non, je suis totalement d'accord et je pense que ça, comme vous l'aurez sans doute vu, ça demande énormément de soft skills par rapport à qui on est, par rapport à son projet, par rapport à… C'est des qualités qu'il ne mentionne pas parce qu'ils ne s'en rendent pas forcément compte. Et moi, que je vois dans mon métier, c'est super important d'avoir des super belles soft skills. Donc avant de donner et répondre aux questions, ce que je vous propose, c'est de les applaudir quand même, hein, parce qu'ils méritent. Donc je vais vous laisser la parole et j'ai le micro. Voilà, très bien, les mains levées. N'hésitez pas. Bon, bonsoir, merci pour la conférence. J'aurais une question, moi, c'était sur quand vous décidez de faire un pivot, comment vous managez, comment vous gérez l'ancienne identité de l'entreprise d'un point de vue commercial, d'un point de vue produit. Pour vous donner du contexte, moi, j'ai monté ma start-up dans le développement durable. Donc, j'aide les entreprises à réduire l'impact environnemental de leur logistique et leur supply chain. Moi, de base, j'ai travaillé en logistique supply chain pendant près de 8 ans, en aidant les entreprises à réduire leurs coûts. Et en voyant un peu le sursaut environnemental, je me suis dit que ça peut être une opportunité. Les entreprises ont de la pression de la part de la législation, de la part des institutions financières. Et ça pourrait être un moyen pour moi d'utiliser ces compétences. Donc on déploie des solutions analytiques pour optimiser les chaînes logistiques. Sauf que le contexte a beaucoup changé après l'élection de Trump aux États-Unis. Et on voit que ça se contamine aussi depuis l'Europe. Donc pendant le début d'année, j'ai recontacté mes prospects américains pour leur demander comment ça se passe. Sachant que moi, dans mon pitch, je dis que je réduis l'impact environnemental et le coût. Et leurs retours sont unanimes. Me disent mais on est très intéressé sur la partie coût, mais sur la partie développement durable, je pense que c'est du passé. Un Texan m'a même dit d'enlever le green de mon entreprise s'appelle Logigreen. Il m'a dit enlève le green et enlève la couleur verte parce que potentiellement, en tout cas avec les entreprises un peu comme les nôtres,
ça va ressembler plus à du greenwashing, où on est intéressé pour vraiment réduire les coûts, surtout avec ces contextes d'inflation. Et en Europe, on voit aussi qu'il y a des changements de régulation. Est-ce que lorsque vous avez fait un pivot, vous avez complètement retiré l'identité ancienne ou le produit ancien, ou vous avez dit au cas où cette idée peut marcher dans le futur, gardons ça sous le coude et changeons. Voilà. Ouais, alors moi pour le coup, j'ai complètement, je ne l'ai pas du tout mentionné, mais ma première action, ça a été de changer l'identité de la boîte. J'ai gardé le nom, Cocoon, mais en revanche, j'ai fait refaire le logo. Je suis allé contacter un typographe qui était un mec, une espèce de savant un peu avec qui on a travaillé autour des valeurs de la marque, de comment les retranscrire dans un logo, etc. Et pour moi, c'était aussi la façon de donner une image en fait à ce pivot, de partir d'une page blanche, de repartir sur quelque chose de nouveau. Et d'un point de vue commercial, je pense que c'est extrêmement important parce que ça permet de se décoller des a priori qui peuvent perdurer de l'ancienne offre, etc. Alors, ça peut être d'ailleurs un rebranding qui va jusqu'au nom. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je trouvais que ça restait très cohérent avec ma nouvelle proposition de valeur. Mais c'est un super pied d'appel en fait pour aller de l'avenir et dire allez, on fait table rase de ce qu'on a fait, on a changé, ce qu'on fait aujourd'hui c'est ça. Et d'ailleurs, visuellement, ça ressemble à ça, quoi. Nous, de notre côté, ça a été plus soft. Nous, on a gardé le même produit, on a itiré là-dessus, on s'est concentré sur une autre partie de notre offre, donc peut-être un peu plus proche de ce que tu recherches à faire. Et le premier travail qu'on a fait, il a été au niveau du site internet, du site vitrine, de se poser et retravailler le messaging, retravailler comment nous, on présente notre offre. Et donc, on a retravaillé tout ce site vitrine pour que ça colle un peu plus avec les prospects qu'on voulait aller chercher. Et donc, c'est un bon exercice parce que sur ton site vitrine, tu mets en avant chaque partie importante de ton offre. Et donc, voilà, nous, ça a été l'étape pour passer de l'offre du produit à la présentation commerciale. Moi, je ne suis pas du tout sur... c'est plutôt mon associé qui arrive en second temps qui, lui, est très orienté là-dessus. C'est un peu comme quand on change de vie, on se coupe les cheveux. On a l'impression que ça... Voilà. On a changé parce que moi, quand j'ai lancé Brandy, j'avais une très moche identité visuelle. C'était catastrophique. On a regardé une boîte qui faisait des bonbons. C'était horrible. Et Xavier m'a dit il faut qu'on change ça. Donc lui a fait le truc de dire attends, on change les couleurs, on devient une boîte tech, il y a des codes à respecter dans la startup nation, etc. Donc tu vois, c'est une police qui est différente. On a choisi du violet parce que ça passe un peu plus partout, on arrête les dégradés et tout. Donc lui l'a fait, enfin il l'a fait pour nous en tout cas. Je pense que ça nous a aidé un petit peu quand même. Mais en fait on l'a plus fait parce que c'était moche en fait tout simplement avant. Il n'y avait pas de question en vrai. Après, je vais te dire, si ton marché, il a envie de te dire, je ne sais pas avec qui tu bosses, tes clients, mais si tes clients, c'est l'industrie pétrolière, qu'en fait, ils te disent tous, nous, on ne veut pas avoir une étiquette greenwashing, ça, je ne me pose même pas la question. Hein. Je change la couleur, je change le nom. Il n'y a que ça qui vous bloque pour faire du business ensemble. Ouais, enfin, je veux dire, je ne m'arrête pas à ça. À part si c'est vraiment le nom qui te fait kiffer et tout, tu vois. En fait, je ne sais pas trop si la tendance va vraiment partir. Ça commence à peine les changements, mais je sens que le développement durable, ça va plus être à la mode d'ici quelques mois. Ouais. Et j'y crois aussi, c'est un peu aux US, hein. Ouais. Après, j'ai envie de te dire, je ne veux pas remettre tout ton business en jeu, etc. Mais est-ce que Love Green, il y a vraiment besoin d'avoir le mot green pour dire que tu fais de l'écologie? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Si t'en as vraiment, si vraiment moi j'adore le Brandy par exemple, je voulais pas le changer. Tu vois, c'est un truc, j'étais indéniable, je voulais pas le changer. Bon, on a fait avec. Peut-être qu'on va le changer au final, parce qu'ils ont réussi à me convaincre sur ça aussi. Mais voilà, j'ai envie de dire, si pour toi c'est pas grand chose et que ton client ça le bloque. Alors, une deuxième question. Bonsoir. Moi, une petite question. Alors, je suis à Grégory et aux autres aussi. J'ai été utilisateur de ton service et je suis aussi chez Amex. Comme tu disais tout à l'heure, d'avoir
eu comme partenaire ce type de grosse boîte. Au début, ça fait rêver. Moi, je voulais savoir, justement, quand ça s'arrête, est-ce que finalement, c'est une bonne affaire de travailler avec des grands comptes ou pas? Et justement, sur ces histoires de pivot, est-ce que ça a des impacts? Alors, c'est une bonne question. C'est évidemment intéressant de travailler avec des grands comptes. Ça nécessite une culture de grands comptes dans la startup. Et je pense que ça ne s'invente pas, ça prend beaucoup de ressources de travailler avec des grands comptes. Il ne faut pas penser qu'ils vont faire le travail, en fait. Tu es complètement négligeable par rapport à eux. Donc il faut avoir des gens qui sont constamment présents chez le grand compte, qui poussent les projets, qui rappellent, etc. etc. Si tu as suffisamment de ressources humaines pour faire ça, c'est intéressant. Nous, après, travailler, ça recouvre des réalités qui sont assez différentes. Avec Amex, on était partenaires pour l'ensemble de l'audience. En gros, Cocoon était ce qu'ils appellent, ils ont dans leur carte Premium, Centurion et Platinum, ils ont ce qu'ils appellent les Permanent Benefits, qui sont en gros tout ce qui est lié à la carte, qui permet d'avoir des avantages, etc., etc. Nous, Cocoon, il s'avère qu'au sein de Cocoon, il y a un club avec un abonnement annuel qui est à 1 200 €, et donc cet abonnement était intégré dans les bénéfices de leur carte Premium. Nous, ça nous a quand même fait, on a coupé avec Amex parce qu'effectivement, on avait des divergences d'opinion, ils utilisaient beaucoup trop la marque pour mon goût, et en plus on avait le problème du petit avec le grand, c'est-à-dire qu'on n'était jamais consulté sur la façon dont ils communiquaient sur Cocoon. Donc j'ai découvert des pubs Instagram avec des visuels qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on fait, etc., etc. Donc il y a un moment, en fait, la marque est tellement précieuse chez Cocoon que j'ai voulu la protéger, donc j'ai arrêté le partenariat avec Amex. Après collaborer avec des grands comptes, nous, chez Cocoon, on a un tiers des entreprises du CAC 40 comme clients. Ça se passe très bien, c'est des clients, ils font des réservations, soit via la plateforme de réservation, soit en appelant la conciergerie. Ça marche très bien, c'est évidemment une source de business récurrent. C'est super, ils ont des ressources financières qui te permettent d'accéder à des chiffres d'affaires que tu ne pourrais pas faire avec des plus petits opérateurs économiques, quoi. Donc voilà, pour être un peu plus concis, sur le partenariat, je pense que oui, il faut avoir la culture d'entreprise pour travailler en partenariat avec ces entreprises-là. Et après, le business, le commercial, etc., si tu as des grands comptes, c'est génial, quoi. Puis c'est génial parce que ça a des effets de bord qui sont hyper positifs. C'est rassurant pour ton banquier parce que tu n'as que des clients qui ont des notes impeccables. En général, c'est quand même maintenant des entreprises qui sont très processées sur les paiements, donc tu ne te retrouves pas avec des délais de paiement qui sont absurdes. Ça a quand même de nombreux avantages. Moi, je voulais juste rajouter un petit mot là-dessus. En tant que coach commercial pour des entreprises, le mieux, c'est de panacher. C'est-à-dire que, comme l'a dit Grégory, effectivement, les grands comptes, généralement, les cycles du vente sont beaucoup plus longs. On ne va pas se mentir, mais c'est des super références et ça peut vous engranger soit à travers des filiales, soit à travers d'autres acteurs dans les mêmes secteurs d'activité, d'autres clients, et ça rassure et ça vous apporte aussi une récurrence en termes de revenus, et ça vous aide à développer beaucoup plus vite les petites et moyennes entreprises, parce que c'est un peu un effet boule de neige. Donc ne pas travailler avec des grands comptes, c'est quand même prendre un risque pour moi. Vous avez une autre question ? Bonsoir, merci pour votre retour d'expérience. J'ai une question qui est quel est le rôle de la concurrence lors du pivot ? Est-ce qu'on regarde ce que font les autres, ou est-ce que pour rester à 100% authentique et concentré sur son projet, voilà, c'est juste le rôle de la concurrence pour un pivot. Nous, on avait un gros concurrent, Booksy, qui était un Canadien. Quand il a annoncé qu'il arrivait en France, j'étais comme un ouf. Je me suis dit, il n'a pas le droit, c'est chacun son territoire, on respecte les limites. Il y a la mer entre nous deux, chacun reste chez soi. Et en vrai, il est arrivé, il faut le dire, c'était David contre Goliath, il n'y avait rien à dire. Et donc, moi en tout cas, c'est un des éléments qui m'a fait pivoter aussi un peu en me disant,
On peut être plusieurs sur le marché, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas 15 000 marques de retail non plus en France. Hein. Il y a pas, la part du gâteau n'est pas non plus immense. Là maintenant on est sur le e-commerce, on a clairement des concurrents, mais la part du gâteau est tellement grande que je pose moins la question. Et surtout qu'en plus ça dépend tellement de votre business, je pense aussi, c'est que dans le cas de Booksy qui fait de la prise de rendez-vous en magasin comme nous on faisait, une fois que la solution est implémentée chez un client, c'est des cycles de 5, 6, 7, 8 ans. Ils ne changent pas de solution tous les matins, etc. En e-commerce, on peut tester rapidement, on essaye tel outil, ça ne va pas, on le sort, etc. Donc ça dépend beaucoup du marché dans lequel on est, je pense. Donc moi je regarde beaucoup les concurrents quand même, ça a été un des éléments qui m'a fait quand même pivoter. Enfin en tout cas conforter dans l'idée qu'il fallait changer. Après, il ne faut pas non plus s'arrêter que à ça. C'est pas juste un concurrent qui va vous faire pivoter. Il faut aussi d'autres facteurs. Il faut en tenir compte bien évidemment. Mais voilà, en gros un peu moi la vision que j'avais eue par rapport à ça. Et aujourd'hui on a des concurrents et ça ne nous dérange pas du tout. Et je pense que l'intérêt s'il y a un concurrent, c'est est-ce que vous pouvez être meilleur que lui. Et à l'heure actuelle sur Booksy, il n'y a pas une vraie valeur ajoutée différente. Hein. C'était pas qu'on ne révolutionnait pas le monde, on faisait la prise de rendez-vous en magasin. On ne peut pas non plus changer le schéma. Alors pendant un moment, il y avait un peu d'IA et tout, mais il n'y avait pas une grosse différence dans la promesse. Donc voilà. Alors, je vais juste rajouter mon expérience de directrice commerciale. C'est quand je fais un go-to-market, je regarde toujours les concurrents. Parce que, ça permet de voir quel est votre unique business value, comment vous pouvez vous différencier, voir leurs erreurs pour essayer de les intégrer dans votre stratégie. Et puis, ça permet de se rassurer ou de s'inquiéter sur ce qu'on n'aurait pas vu ou ce qu'on aurait au contraire anticipé. Merci Katia. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être? 2 dernières questions. Allez. Merci pour votre intervention. Je suis avocate en droit des affaires. Moi, j'accompagne des startups. Alors, je les accompagne dans des moments heureux, des moments un peu pivots, justement, comme la levée de fonds, mais malheureusement, je les accompagne aussi en procédure collective, notamment en liquidation judiciaire. Et la question, c'est la vie, hein. C'est mon quotidien. Et la question que je me posais en les accompagnant, c'est est-ce que si vous aviez un seul conseil à leur donner, un seul moment déclic ou autre, dans le cadre d'un pivot qui pourrait eux justement leur éviter de parfois foncer droit dans le mur ou au contraire pouvoir se repositionner quelque part dans n'importe quel conseil, un seul à retenir de votre expérience. Ça va être pour moi. Non, c'est un conseil que moi je peux pas donner parce que en fait toutes les boîtes sont différentes. Là on essaye derrière le mot pivot, on l'a pas dit, mais il y a des réalités qui sont vraiment extrêmement diverses. C'est très difficile surtout que une boîte qui marche pas, c'est une souffrance. Enfin, si on est investi, si on y croit, c'est un truc. Donc dire à quelqu'un vas-y, il faut remonter en selle, moi je le ferai jamais parce que je sais le coût de remonter en selle. Il faut essayer de faire pour l'entrepreneur, je pense que c'est à lui il est confronté à son propre destin et au destin de sa boîte, quoi. Je sais pas si vous avez un truc à dire, mais Moi je dirais l'aspect économique et financier. Nous, on a regardé combien d'argent il nous restait sur le compte et si on avait cette capacité de faire ces changements et entre l'argent qui nous restait et en même temps la vision qu'on a envie de voir, est-ce qu'on allait avoir assez de temps pour inverser la tendance? Et donc, on suivait clairement le compte en banque descendre, la levée qu'on avait faite qui fondait comme neige au soleil. Et voilà, il nous restait presque, je dirais, 8 mois avant de mettre la clé sous la porte. Donc, on a regardé ça et on s'est dit, OK, on a 6 mois, on va essayer de tenter sur notre hypothèse et on verra bien. Au moins, ça nous laissera 3 mois pour faire les choses bien si on doit fermer. Donc on a eu de la chance à ce niveau-là, ça s'est bien déroulé, mais je pense qu'à la fois il y a l'aspect, quand on fait un pivot, on se dit est-ce que j'ai suffisamment de temps pour le faire financièrement,
parce qu'il y a aussi l'aspect personnel. Forcément, nous, on avait le chômage. Ça a été un peu ce qui nous a poussé à entreprendre, et en même temps, c'est ce qui était notre limite, parce que sinon, après, on n'avait plus d'argent et on devait forcément repartir sur autre chose. Donc, ouais, il y avait cet aspect-là, très financier, qui nous a aussi donné une timeline. Ouais, c'est peut-être. En fait, désolé, je réfléchis. Ouais, la limite, moi, peut-être que je verrais, c'est celle du personnel, en fait. La seule vraie question, c'est jusqu'où je me sens d'aller, où est-ce que je peux aller, parce que en fait, tu peux aller même quand tu n'as plus d'argent, tu peux quand même continuer et sortir la boîte de l'eau. Mais le conseil, c'est connais-toi toi-même, en fait, c'est celui-là. C'est-à-dire que, parce que tu peux péter un plomb, en fait. Donc, faut pas aller au-delà, quoi. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec ça. C'est ça, c'est bien se connaître. C'est une bonne question. En effet, je rejoins complètement ce qui s'est dit. D'ailleurs, Grégory parlait de la famille tout à l'heure, et c'est assez bizarre, mais en effet, moi avec ma copine, et en plus on a un enfant, etc. Donc ça pose quand même des bases dans tout ça. Faut être sûr qu'on en a envie. On m'avait dit une phrase un jour qui m'avait fait tellement mal et qui fait tellement de doute à l'entrepreneur, c'est: est-ce que tu penses que tu es en train de t'obstiner ou est-ce que tu penses que tu es en train de persister? Et elle est horrible, cette phrase. Elle est horrible parce qu'en fait, elle met un doute dans le sens en mode: est-ce que si je pivote, c'est parce que je m'accroche à un truc qui est mort et je suis en train de traîner un boulet mais je veux pas me l'avouer à moi-même, ou non, je sens que là il y a un truc. Et ça, c'est terrible à dire, mais j'ai l'impression que c'est un peu les papillons dans le ventre en fait. Faut pas se mentir à soi-même, faut se dire: ouais, je le sens. Là, clairement, il y a un truc, etc. Nous, quand on a fait ce dernier pivot, moi j'étais à 2 doigts d'arrêter. Quand on est arrivé, qu'on a vu les clients, ça a fait les papillons dans le ventre et je me suis dit: ok, je le sens. Par contre, la charge mentale, elle est violente. C'est quand même de se dire, déjà, j'enterre un cadavre, faut l'accepter, que j'ai pas réussi à un truc déjà une fois. Est-ce que je suis prêt à me remanger une deuxième baffe si ça fonctionne pas? Parce que ça peut arriver. Et est-ce que je suis prêt aussi à repartir de zéro? Et comme le disait Grégory, ça dépend du type de pivot. Nous, on a fait un pivot assez violent quand on est passé en mode retail e-commerce. Je pense qu'il y a des pivots qui sont plutôt un tour de hanche, donc qui ne sont pas non plus violents, et voilà. Donc ça dépend aussi du niveau de pivot, entre guillemets. Mais là, malheureusement, je ne suis pas sûr qu'il y ait des métriques, il n'y a pas un questionnaire à remplir en ligne pour dire: ah, c'est bon, c'est le pivot. C'est vraiment que du sentiment personnel. Et être prêt pour les sacrifices, en tout cas, que ça va demander, parce que ça, on demande. Et voilà. Et moi, je rajouterais une chose, c'est si jamais le pivot ne fonctionne pas, je pense que ça vous apprend tellement de choses sur vous-même, sur votre expérience, que de savoir tirer les enseignements avec discernement, sans se battre la coupe démesurément et déprimer et faire une dépression, je pense qu'on est encore meilleur après pour l'aventure d'après. Je crois qu'il y avait une autre question par là-bas. Alors, bonsoir, déjà merci pour votre intervention. Je suis Catherine, je suis porteur de projet. Donc, je suis en train de développer un casque capillaire multitâche qui sera dédié aux femmes ayant des cheveux texturés, donc frisés, crépus, bouclés. Et donc, je souhaite me positionner dans le marché du luxe. Et avec mon associé, nous sommes en train de développer un POC et j'aimerais savoir comment réussir à approcher justement notre cible afin de justement les faire tester ce produit qui, pour l'instant, n'est pas terminé, n'est pas complet, mais voilà, avoir déjà les premiers feedbacks. Voilà, je suis dans le luxe, ce n'est pas complet, en termes de légitimité, voilà, c'est ma question. C'est le luxe, c'est pour moi. Ouais, c'est pour ça. Alors, il y a là, depuis 1 an et demi, le marché du luxe, il est moins porteur qu'avant, donc il y a certaines choses qui ont changé. Néanmoins, subsiste quand même pas mal de structures, pas vraiment des startup studios, mais enfin, en tous les cas, il y a des portes d'entrée pour les startups. LVMH est très très présent à Vivatech. Il y a des façons de se faire connaître par ces biais-là. Après, moi, ma meilleure technique et mon meilleur conseil pour le commercial, c'est le harcèlement. Enfin, clairement, moi j'ai basé ma carrière et mes succès sur le harcèlement. Enlèvement des enfants, enfin des trucs un peu solides. Mais
ça marche, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, moi, je dis toujours à mes équipes, un non c'est un oui trop timide. Ça vaut pour le business, hein, pas pour le perso. Mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu te lances dans une aventure entrepreneuriale, on te fout par la porte tout le temps. La première fois, c'est évident, il faut rentrer par la fenêtre. Si c'est pas par la fenêtre, c'est par la cheminée, etc. Et en fait, au bout d'un moment, ça finit par marcher. Petite anecdote rapide, moi, ma première aventure entrepreneuriale, qui date maintenant d'il y a 20 ans, j'ai produit un DVD, documentaire, bref. Produire un DVD à l'époque, alors pour les plus jeunes d'entre vous, le DVD, c'est comme les cassettes de papa, mais c'était rond. En autoproduction, etc. Et avec la vision de le distribuer à la Fnac. Bon. J'ai fini par l'entrer à la Fnac parce que j'ai réussi à choper l'adresse email, il y avait déjà des adresses email à l'époque quand même, de la responsable des achats vidéo de la Fnac, et je lui ai envoyé des mails avec une fréquence accélérée. C'est-à-dire que j'ai commencé par un mail par semaine, ensuite un mail par jour, ensuite 2 mails par jour, etc. Et c'était une personne qui était dotée d'une certaine forme d'humour, qui au bout d'un moment m'a répondu donc, même pas de bonjour, rien, donc vous ne vous arrêterez pas. Et ce à quoi j'ai répondu sans bonjour ni rien, j'ai pas les moyens. Et du coup, elle m'a fait rentrer au rayon vidéo de la Fnac. C'est pour dire qu'au-delà du luxe, etc., quand on a un projet, qu'on est convaincu de son produit, etc., en fait, il faut faire feu de tout bois. Trouver, je ne donnerai pas mais il y a plein de sites qui référencent tous les emails de toutes les entreprises, etc. C'est pas très bon, mais faut pas hésiter. Tu n'as pas les moyens en fait de te poser la question de est-ce que c'est très légal, pas très légal, RGPD, machin, etc. Quand tu démarres en fait, tu y vas straight. Et voilà quoi. Donc il faut envoyer des mails, passer des coups de fil. Les gens appellent plus et le téléphone en fait ça marche. Donc faut tout utiliser quoi. LinkedIn, l'enlèvement des enfants, enfin tout. Et je pense aussi qu'il faut déjà rester vous-même et faire appel à de la créativité. Moi, je me souviens une fois pour avoir une commande, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pointée à l'accueil avec des croissants et des pains au chocolat. Et j'ai demandé à l'assistante, à la dame de l'accueil, de dire je voudrais une réunion, vous dites que Katia Thomas l'attend, qu'il y a une femme qui l'attend avec des croissants et des pains au chocolat. Et le signataire a tellement été, il était en pleine réunion, et il a tellement été surpris qu'il s'est mis à rigoler et il est descendu prendre mes pains au chocolat et mes croissants et j'ai signé mon deal. Donc des fois, il ne faut pas hésiter à être créatif, à être rigolo, et à étonner les gens. Alors, c'est assez marrant parce que j'ai raconté une histoire qui est un peu dans celle-ci aussi. J'ai signé GF de Bruges, je me suis fait passer pour un livreur. J'ai pris un truc, j'ai collé un vieux papier en mode recommandé et j'ai bien écrit remise en main propre. C'est une technique qui marche très très bien. Ce qui fait que ça permet de passer le barrage secrétaire. Quand on me dit je vais le prendre, je dis non, il y a marqué remise en main propre. Donc elle a appelé la directrice de marketing de GF de Bruges que j'avais retrouvée sur LinkedIn. Elle est descendue. Et là par contre c'est un ascenseur émotionnel. C'est-à-dire que là vous dites ok, le hold-up a fonctionné, il faut que le braquage se passe bien maintenant. Moi je le joue à fond, j'ai un gilet jaune et tout en plus, donc je suis vraiment dans le personnage. Et je la regarde et je lui dis bon, alors en fait le colis que je dois vous déposer c'est mon pitch deck. En fait je suis le fondateur de Brandy et là j'ai déroulé pendant 15 secondes. Elle m'a regardé et il y a eu un double crispation en mode ah l'enfoiré et en mode bien joué. Et je pense que c'est ça aussi quand on est au tout début, on est prêt à accepter beaucoup de choses. Enfin, je pense qu'en France, on a la chance d'être bien loti en tant qu'entrepreneur et jeune start-up. Si c'est pas fait dans de la malveillance, bien évidemment, de tenter un peu des coups de poker comme ça et juste de se bouger en fait. Je suis d'accord, le téléphone, c'est pas assez utilisé encore aujourd'hui. Donc, les mails, on en reçoit tous. Et le démarchage, c'est un truc qui, où il faut faire des très beaux mails. Dans ce cas-là, il faut bien réfléchir aux mails qu'on fait, etc. On pourra en discuter après. Nous, on fait des mails qui n'ont complètement rien à voir avec ce qu'on fait. Des fois, on envoie des mails du style on m'a pris ma place dans le métro. La logique, il n'y a rien à dire. En fait, on déroule une histoire, on dit ah, mais en fait, c'est parce que, etc. Donc, vraiment, il faut aller chambouler le quotidien des gens. C'est le meilleur moyen de les faire s'intéresser à vous. Donc, c'est un peu ça qu'il faut faire, je pense, c'est de
de changer un peu le sentier battu et pas avoir peur d'aller voir des gros en vrai. Il faut juste aller les voir et leur dire on a un truc à essayer, on a envie de tester avec vous, vous avez rien à perdre, go. Et puis faites un peu de homework avant, quand vous ciblez quelqu'un, regardez sur les réseaux ce qui les intéresse, pour justement les prendre sur le côté émotionnel, sur le côté sympa, les surprendre. Et généralement, on reste tous des humains, et heureusement, et on n'est pas à l'abri que ça marche. Merci. Je pense qu'on peut prendre ça comme le mot de la fin. On n'est pas à l'abri que ça marche. Je vous remercie. Merci beaucoup, Katia, pour les enseignements.